Immobilier, banque, actions, depuis un an, les craquements se multiplient dans la finance. Jean-Marc Vittori, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Et en même temps, on dit immobilier, craquement, banque, actions, mais pardon, mais il n'y a pas le feu au lac non plus. Le CAC 40 et l'argent remonté cette année. Le prix de l'immobilier dans l'ancien, ça baisse un petit peu. Il n'y a pas de drame non plus là. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a des inquiétudes et on le voit bien. Quand on a vu la mobilisation des banques centrales, quand il y a eu les craquements sur la Silicon Valley Bank et sur Crédit Suisse au mois de mars, c'est qu'il y avait même des choses qui couvaient. Et il y avait une inquiétude très forte. On sait qu'on a une finance qui est extrêmement puissante et qui est aussi sans doute assez déséquilibrée. Et donc, un craquement peut provoquer, dans la finance, c'est même la particularité de la finance, c'est qu'on a des chocs qui sont des chocs qui peuvent devenir systémiques, qui peuvent emporter tout le système. C'est le cas, ça n'est pas le cas dans l'industrie automobile, ce n'est pas le cas dans une chaîne d'hôtels, mais c'est le cas dans la finance. Et donc, clairement, cette crainte est en l'air en ce moment. Bon, après, c'est vrai que ça fait des années que les prix des actifs financiers, les actions, les obligations, l'immobilier augmentent plus vite que la vraie vie, que l'activité, que l'économie réelle. Et certains disent peut-être que tout ça, c'est terminé. En même temps, ça fait quoi, 2 décennies que ça dure? C'était du pain béni pour les épargnants, pour les investisseurs. Bien sûr. On a eu une période absolument incroyable. Les experts de McKinsey avaient fait un rapport il y a 18 mois, ils viennent de l'actualiser, là-dessus sur ce qu'ils appellent le bilan mondial. Le bilan mondial, on intègre tous les actifs, donc le patrimoine industriel, les logements, les bureaux, d'un côté, et puis de l'autre côté, toutes les dettes. On regarde comment tout ça a évolué. Et depuis très longtemps, ça a évolué à peu près comme le PIB en valeur, jusqu'au tournant des années 2000, donc jusqu'au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, il y a eu une rupture. Donc ça a évolué jusqu'au l'an 2000, ça a évolué de concert. Voilà, ça a évolué à peu près comme le PIB, donc le stock de capital évoluait comme la richesse produite chaque année. Ce qui est sain. Et puis depuis le tournant des années 2000, un peu avant dans certains pays, un peu après dans d'autres, on a un changement de pente. Un changement de pente qui est depuis constant, même si on a eu une grosse crise financière qui a pesé sur les prix des actifs en 2008-2009, on a une progression du bilan mondial, donc du bilan financier de la planète, qui est beaucoup plus importante que la croissance de la production. Ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu étonnant. Les experts de McKinsey parlent de 160 000 milliards de dollars qui seraient du patrimoine de papier. C'est eux qui emploient l'expression, elle est extrêmement forte. De papier parce qu'il n'existe qu'en papier, parce que la richesse réelle en face, elle n'est pas là. Et donc, il y a une mécanique très étrange qui s'est mise en place depuis 20 ans. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui amène des fragilités dans tout le système financier. Après ça, que la financiarisation de l'économie, elle date d'avant. On parle de la libéralisation, elle date des années 80, mais elle a produit ses effets finalement de manière décalée. C'est ce qu'on racontait. Il y a souvent des économistes qui disent la financiarisation, l'économie est devenue financière à partir des années 1980. Elle s'est financiarisée, ça date de ce moment-là, avec 2 étapes clés qui sont d'abord les mesures de déréglementation qui ont été impulsées notamment pendant les mandats de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et puis le deuxième point, c'est la libéralisation qui s'est amorcée par ailleurs depuis qu'on avait déconnecté le dollar de l'or une décennie plus tôt. Et donc c'est ces 2 choses qui auraient abouti à une financiarisation. Mais quand on regarde sur ce ratio extrêmement important des actifs financiers, on voit bien que ça s'emballe, non pas à partir des années 1980, mais à partir des années 2000. Et là-dessus, on a quelque chose qui est absolument moteur, évidemment, qui est la baisse du taux d'intérêt. Et cette baisse du taux d'intérêt, alors on pourrait discuter, ça sera un autre débat, mais pourquoi les taux d'intérêt ont baissé? Est-ce que c'est la démographie? Est-ce que c'est les politiques monétaires? Il y a plein de causes, mais concentrons-nous aujourd'hui sur les effets de cette baisse. Elle a eu des effets très surprenants, parce que normalement, quand les taux d'intérêt baissent, on dit ça va encourager les entreprises à investir. Et agrandir les usines. Voilà. Par contre, ça ne va pas inciter les ménages à épargner. Et quand on regarde, ça n'a pas du tout, ou très très peu, incité les entreprises à investir dans du capital réel, à agrandir des usines. Ça leur a surtout servi à racheter des concurrents
et voire à racheter leurs propres actions, les fameux buybacks. Et c'est problématique. Quand vous avez une entreprise qui vaut 2 fois plus cher, elle ne produit pas forcément 2 fois plus. Quand vous, avec de l'argent, vous investissez pour construire une usine, votre usine, elle peut produire 2 fois plus. Vous avez une usine qui est 2 fois plus grande, elle peut produire 2 fois plus. Quand vous avez une entreprise qui vaut 2 fois plus cher, elle ne produit pas forcément 2 fois plus. Pareil pour un logement. Et là où c'est fait, l'accroissement maximal des valeurs, c'est effectivement, ça n'est pas dans le capital des entreprises, c'est dans l'immobilier. Ça a été beaucoup plus important que l'accroissement du capital financier des entreprises, l'accroissement de la valeur des logements. Et c'est pareil, quand un logement, si la valeur de votre logement double en 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il produit 2 fois plus, ça ne veut pas dire que son revenu sera 2 fois plus important. Hein. Les loyers n'ont pas doublé comme les prix des logements, ou même les prix des logements ont triplé en 30 ans, et les loyers n'ont pas triplé en 30 ans. Mais pourquoi c'est problématique que les actions et l'immobilier aient augmenté? C'est ce qui fixe normalement la valeur d'un bien. Hein. Ça, c'est la théorie financière de base. Excusez-moi d'être un peu basique, mais c'est la somme actualisée des profits futurs d'une. Ouais. Voilà. Et donc là, on a une déconnexion qui est complète entre cette somme actualisée des profits futurs et la valeur des biens. Et donc ça introduit évidemment une très grande fragilité, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que les banques centrales sont très nerveuses et les autorités de réglementation, de régulation sont extrêmement nerveuses dès que ça craque quelque part, parce qu'ils savent bien qu'on est sur une montagne de dettes et que cette montagne de dettes, elle peut s'effondrer brutalement à certains moments. Ça s'est déjà produit dans l'histoire et ça pourrait se produire à nouveau. Avec la remontée des taux d'intérêt, est-ce qu'on vit un changement, pardon le mot galvaudé, de paradigme aujourd'hui? Comment cette histoire du capitalisme qui a augmenté plus vite dans la valeur des actifs, a augmenté beaucoup plus vite que la vraie vie, que la sphère économique, l'économie réelle. Comment tout ça se termine? Ça, c'est la vraie question du moment et elle est passionnante et on n'a pas la réponse pour le moment. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est les quelques pistes vers lesquelles l'économie mondiale pourrait s'orienter. Et donc, le point de départ, c'est à nouveau les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont beaucoup remonté de manière même très violente depuis 1 an. Et donc, ça bouscule complètement les équilibres. Et à partir de ça, donc, les experts de McKinsey imaginent 4 scénarios. Le premier, c'est finalement tout ça va rebaisser et on va revenir au passé récent, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis 20 ans va continuer de se produire, avec toutefois des fragilités qui seront accroissement des fragilités. Voilà, accroissement des fragilités, mais si vous regardez, dans beaucoup de domaines, on a des systèmes qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui sont beaucoup plus fragiles et qui malgré tout résistent. On l'a bien vu pendant le Covid, les chaînes d'approvisionnement étaient extrêmement sophistiquées, on a même mangé à notre faim pendant cette période. Donc le premier scénario, c'est retour au passé récent. Le deuxième... Le plus probable, après. À court terme, moi, je dirais oui. Mais ensuite, on sait bien que les montagnes de dettes, elles ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc il y a un moment où il faudra que ça se résorbe d'une manière ou d'une autre, que ça se régularise d'une manière ou d'une autre. Le second scénario, c'est finalement, il faut tout de même investir. Il faut tout de même investir, notamment parce qu'il y a la transition écologique. Et donc tout ça va soutenir la demande, va soutenir l'inflation. On va avoir une inflation plus forte que ce qu'on a eu depuis 20 ans. Ouais. Et donc ça, c'est le scénario qu'on a eu un peu après le premier choc pétrolier, où les entreprises ont continué d'investir beaucoup. Il y a eu beaucoup de demandes. Et donc ça a entretenu de l'inflation. Et donc c'est un bon scénario, donc on pourra avoir ça. Alors c'est un bon scénario, sauf pour les épargnants. Parce que la valeur du patrimoine, elle monte moins que l'inflation et donc le patrimoine s'érode. C'est ce qui s'est passé à partir du choc pétrolier de 1973. Le troisième scénario, c'est un peu le scénario du pire, c'est ce qui s'est passé au Japon dans les années 1990. Là, les bilans se réduisent. Mais les bilans, ils se réduisent dans la douleur. Donc les prix des actions descendent très fortement, les prix de l'immobilier descendent très fortement. Ouais. C'est ce qui s'est passé au Japon à ce moment-là. Mais on a eu une croissance, au Japon, on parle de la décennie perdue, parce qu'il y a eu une croissance... Décennie 90. Voilà, à cette époque-là. Et donc, ça venait de la réduction des bilans. Après s'être enflammé, les bilans... ont dégonflé. Voilà, ont complètement dégonflé. Et puis le quatrième scénario... Il y a un scénario d'espoir, un scénario typiquement McKinsey, parce que le cabinet McKinsey, au début, s'est construit sur l'idée on va rendre les entreprises productives, plus productives. Et donc, c'était leur promesse client. Ça l'est encore d'ailleurs assez largement. Et donc, le quatrième scénario de McKinsey, c'est la productivité. On a des gains de productivité qui donnent envie aux entreprises d'investir, mais qui dégagent aussi des revenus supplémentaires qui permettent de rembourser la dette. C'est ce qu'on avait eu en France pendant les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'était ça. On avait une dette au sortir de la Seconde
Guerre mondiale qui était très importante. On l'a résorbée en partie grâce à l'inflation, mais en partie aussi parce qu'on a eu une croissance qui a permis d'engendrer des recettes qui ont permis de rembourser. La productivité aujourd'hui, on ne la voit pas trop. On ne la voit pas trop, mais on sait qu'il y a des très gros gisements de productivité qui pourraient enfin s'exprimer dans le numérique. Le débat est très vif depuis une décennie maintenant entre les économistes. Il y a des techno-optimistes et des techno-pessimistes. Pour l'instant, les techno-pessimistes ont plutôt eu raison, c'est-à-dire que le numérique n'a pas engendré des gains de productivité colossaux. Mais vous voyez bien que toute l'émotion suscitée par ChatGPT et l'intelligence artificielle générative, pourquoi toute cette émotion? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'emplois qui pourraient être changés, beaucoup de tâches qui pourraient être supprimées, qui pourraient être faites par ces dispositifs d'intelligence artificielle. Et donc ça veut dire des gains de productivité qui sont absolument colossaux. Fini là-dessus, mais ce qu'on gagne en productivité, c'est on le repère en emploi. Ah bah oui, mais ce qu'on craint, voilà. Quand on a des gains de productivité qui sont suffisamment forts, on peut développer la production et on a un déversement des emplois vers d'autres métiers. Et c'est ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, c'est ce qui s'est passé ensuite avec le développement des services au mi-temps du XXe siècle. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à nouveau un développement de ce type-là? Et pour faire la transition avec ce qui va suivre maintenant, ça peut être, on sait qu'il y a des métiers qui vont avoir besoin de beaucoup de femmes et d'hommes pour travailler. Ce sont les métiers du soin notamment. Ces métiers-là ne sont pas automatisables. Et si vous considérez que toutes les femmes et toute la population active qui travaille actuellement sur des activités productives dites classiques ou industrielles doivent continuer à le faire, on risque de manquer de gens pour tous les métiers du soin. Allez, merci. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.